Bonjour, je suis Pauline Vallia, je suis directrice du projet à Grand Paris Aménagement et je suis accompagnée d'Alexandrine Delfos qui est chargée d'opération à Grand Paris Aménagement et qui travaille avec l'équipe projet pour la mise en place de la démarche BIM dans le cadre du projet du Triangle de l'Échat à Créteil. Donc, la volonté de développer une démarche SIM dans le cadre de ce projet, c'est né essentiellement donc, du fait que cette opération est un cas d'école par l'ensemble des contraintes qu'elle regroupe. Et puis donc c'est également devenu une opération pilote à l'échelle de Grand Paris Aménagement pour la mise en place de la démarche CityBIM. Et donc le souhait que nous souhaitons mettre en place dans le cadre de cette démarche BIM, le fait que l'enjeu de qualité de vie, de la mise en place de la qualité de vie du projet doit être un enjeu prégnant dans cette démarche CityBIM. Donc simplement, vous présenter le projet du Triangle de l'Échat. C'est donc un secteur d'environ 9 hectares au nord de la ville de Créteil, le long de l'A86, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Voilà, de l'A86 ici, limitrophe avec la ville de Maisons-Alfort à l'ouest. C'est un site qui est donc desservi par la ligne 8 du métro, située entre les stations Maisons-Alfort et Juliette et Créteil-l'Échat. Créteil-l'Échat qui va également accueillir la ligne du Grand Paris Express, la ligne 15. C'est un site qui est occupé par les anciens bureaux de la DDE, donc toujours occupé aujourd'hui par les services voirie de la DIRIF, de la Direction des routes Île-de-France, et du CD94. Et c'est un site qui est donc encerclé, qui est bordé au nord et au sud par la RD19, qui est donc une route départementale simple sens est vers ouest au nord et ouest vers est au sud. C'est un site donc, qui regroupe beaucoup de contraintes, dans la mesure déjà où on est en bordure de la 86 avec des nuisances liées à l'acoustique et à la qualité de l'air, bordé par la RD19, donc avec également une circulation très importante tout aux abords de ce site. C'est un site qui est traversé par la ligne 8 du métro, en souterrain sur la partie du projet, et puis en aérien au sud, avec des nuisances de type vibratoire et acoustique. C'est un site également qui est contraint par le cône d'envol de l'hélistation du CHU en Limondor, qui est situé à l'est de l'opération. C'est un site aussi d'anciennes carrières qui ont été remblayées avec des remblais de qualité, des remblais pollués. C'est un site sur lequel il y a un poste source Enedis qui doit être conservé, et également un des centres d'observation du trafic Île-de-France. Ça fait beaucoup de contraintes pour un site assez restreint qui est de 9 hectares. Et donc un des grands enjeux de la réussite de ce projet, c'est de réussir à faire de ce quartier une entrée de ville, un quartier mixte et un quartier qui réussit à développer de la qualité de vie malgré l'ensemble de ces contraintes. Donc les grands principes pour réussir ce projet, donc, il y a un premier principe d'aménagement principal qui est déjà de se protéger des nuisances de la 86 avec dans la programmation. Je vais pas le dire. Dans la programmation, l'idée, le long de la 86, de développer ce qu'on a appelé une barrière acoustique, c'est-à-dire une programmation essentiellement tertiaire et d'activité avec la volonté donc de développer toute la partie logement à l'est du quartier. Voilà. Donc une barrière acoustique réalisée de bâtiments, d'activités, services. Et l'ensemble de la programmation, on veut développer 1300 logements, ce qui fait une densité assez importante, et puis les commerces en rez-de-chaussée, environ 2000 m², se situent donc à l'est de la barrière acoustique, en cœur de quartier.
Les principes essentiels donc, dans la conception de ce projet ont été le développement d'une qualité paysagère, le développement de la nature en ville à plusieurs échelles, déjà à l'échelle de l'opération avec la volonté de créer un jardin millénaire en cœur du site, et également à l'intérieur des îlots, avec des îlots de fraîcheur qui sont réalisés à l'intérieur des bâtiments, et puis sur le bâtiment lui-même avec la volonté de développer des terrasses, des toitures, enfin terrasses plantées et de la plantation également sur, si possible, sur le bâtiment avec des plantes grimpantes. La qualité des déplacements également, la volonté d'apaiser ce quartier avec le développement d'une de voies partagées, de mobilité douce au cœur du quartier, la volonté aussi de réfléchir l'ensemble du trafic dans le site et aux abords de manière à éviter que le site soit traversé par des circulations de transit. Et puis la volonté de développer donc, un projet avec une vraie qualité de vie. Ça passe par exemple par les aspects environnementaux. C'est un quartier qui est certifié HQE aménagement. La qualité également du bâti, la volonté de rechercher des performances énergétiques à l'échelle des bâtiments. Réussir aussi un quartier vivant, donc avec le développement d'une programmation mixte avec des commerces en rez-de-chaussée. Et puis la volonté également de développer des services pour les futurs habitants, notamment on réfléchit à la mise en place d'un système d'autopartage. Donc, la démarche CityBeam, elle est née de la volonté déjà, de ce constat qu'il était nécessaire dans la conception de prendre en compte l'ensemble des contraintes du site et essayer de les modéliser, de les appréhender de manière à ce que ça puisse accompagner le processus de la conception du projet par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et quand on a donc poursuivi un petit peu ce but, quand on s'est informé davantage sur toutes les potentialités de l'outil SIM, voilà, on a voulu vraiment mettre en place une stratégie de manière à... Les potentialités sont vraiment très multiples dans l'outil SIM. L'idée c'était de vraiment comprendre ce qu'on voulait faire de cette plaquette, ce qu'on voulait mettre en œuvre, au-delà simplement d'une simple modélisation des contraintes et d'un outil d'aide à la conception. C'est pour ça qu'on a vraiment réfléchi à ce qui était essentiel dans ce projet, qui était de réussir à mettre la qualité de vie du projet au cœur de la démarche. Et c'est ce Alexandrine va vous présenter dans le cadre de la mise en place de la stratégie SIM sur cette opération. Merci, bonjour à tous. Donc l'objectif global effectivement de la démarche, c'était de permettre à Grand Paris Aménagement de garantir la conduite des enjeux qu'a exprimé Pauline, pour vraiment atteindre un niveau de qualité de vie suffisant et qui va au-delà encore dans ce quartier-là. Donc du coup, Grand Paris Aménagement a désigné le triangle de l'Échat comme opération pilote. Donc je fais une petite explication parce que Rihanna n'a pas pu être là ce matin, mais on a une définition de la stratégie à l'échelle de l'établissement qui va se définir avec un partenariat avec le CSTB qui a été signé récemment. Donc le but c'est de vraiment conduire une stratégie à l'échelle de l'établissement, et Grand Paris Aménagement en amont de ça a identifié le triangle de l'Échat pour ses caractéristiques comme opération pilote, et donc on part un peu à la conquête de cette démarche pour essuyer un petit peu les plâtres, pour être et voir un peu comment ça se développe, et nourrir, faire des retours d'expérience aussi au CSTB, et les aider aussi à nous établir une bonne stratégie, en lien avec notre team manager qui a été désigné en décembre dernier, qui est Ingérop. Ingérop a une mission pour nous, donc d'AMO BIM dans un premier temps et de BIM manager dans un second temps, pour développer cette démarche sur le triangle de l'Échat. On lui a donné les bases d'entrée qui sont on a beaucoup de contraintes sur le site, on veut garantir les 3 objectifs qu'a identifié précédemment Pauline, et sur ça, il faut qu'on établisse une stratégie. Donc Ingérop, sur cette base-là, sa mission principale, c'est de dire, voilà votre ambition,
voilà les moyens que vous avez, et donc on va essayer d'arbitrer en fonction de ça quelle stratégie on va bâtir avec ça pour que votre stratégie soit vraiment réalisable et qu'on ne donne pas des choses qu'on n'arrivera pas à atteindre. Donc on se prend un bon temps pour cette stratégie, on y est depuis janvier, là elle est en train d'aboutir. Le but après, c'est de modéliser le socle existant. On attendait la définition de la stratégie pour modéliser un socle existant qui soit cohérent et ne pas faire plusieurs reprises. Ensuite, on est déjà en cours de rédaction du cahier des charges. Donc, comme le disait tout à l'heure Daniela, c'est dans ce cahier des charges-là qu'on va vraiment aller au plus précis pour aller présenter à nos partenaires ce qu'on va leur demander. Et puis, en lien après, une convention CIM qui est là un peu plus générale, qui va établir vraiment les grandes voies de gouvernance autour de ce projet. Et notamment, donc, la question a été soulevée tout à l'heure, de où on stocke les données, qui sécurise, de quelle manière les utilisateurs vont pouvoir prendre ces données-là, un système de droit, etc. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a sur est-ce qu'il faut mettre en place une JET externe, donc un serveur externe, avec des droits d'entrée pour certains usagers qui peuvent être différents selon contributeurs, utilisateurs, etc. Donc ça, c'est un grand enjeu de cette convention. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de cette démarche-là, c'est une démarche partenariale qui est un peu insérée dans une autre démarche partenariale, et qui est le mode de choix de conduite de ce projet. Sur le triangle de l'Échat, on est sur la base d'ateliers de co-conception avec nos partenaires, donc avec promoteurs, bailleurs, collectivités. Donc ce choix du CIM, c'est pas un choix uniquement de Grand Paris Aménagement, c'est un choix qui doit être porté par l'ensemble des intervenants sur cette opération, dans le cadre des ateliers de co-conception qui sont conduits sur plein de sujets différents, évidemment, mais aussi sur celui-là. Le but, signer une convention à la fin de l'année, et développer dès l'année prochaine la plateforme collaborative où on va commencer à travailler ensemble sur ce sujet. Le début de la démarche, ça a été d'aller envoyer un petit questionnaire à nos partenaires pour qu'ils nous disent ce qu'ils attendent eux de la maquette, et le cas échéant, tout ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas de limite sur ce qu'ils attendaient de cette maquette-là, donc ils pouvaient faire parler tous leurs fantasmes sur ce qu'est une maquette et à ce à quoi ça peut servir. Et ensuite, également, d'évaluer leur maturité par rapport à ces objectifs-là. Donc, une fois qu'on a envoyé le questionnaire, on a posé un certain nombre de questions, il y en a eu 25 au total. À titre d'exemple, c'était des choses simples comme quel est votre intérêt pour le BIM, à quoi pour vous sert le BIM, est-ce que vous utilisez des logiciels de maintenance, d'exploitation, d'autres logiciels aussi de conception, etc. Et avez-vous une personne identifiée comme référent chez vous ? De ce questionnaire sont apparus donc, les objectifs suivants, donc aider comme outil de conception, centraliser et extraire des informations, aider à l'organisation pour l'exécution de l'opération, constituer une aide pour l'exploitation et la maintenance, communiquer sur le projet, et puis modéliser les résultats d'études, en gros les simulations. On a eu un intérêt assez important pour chacun de ces objectifs, puisqu'il n'y en a pas... celui qui ressort un peu le moins, c'est la modélisation des études, mais globalement, on a un intérêt global de chacun de nos partenaires sur le sujet. Une fois qu'on a eu ça, Ingérop a regardé un petit peu le degré de maturité. Pour ce faire, il a fallu décliner les objectifs en usage BIM. Donc en gros, c'est la traduction opérationnelle, factuelle, de ce qui va être mis en place pour atteindre les objectifs que j'ai précités. À titre d'exemple, comme usage, on a la modélisation de l'existant, on a concerté, communiqué, la planification du projet, donc de la 4D, utiliser la maquette pour la maintenance, les DOE numériques, donc voilà, je ne vais pas tous les citer. Et à partir de là, Ingérop a mis en face les éléments de maturité de chacun des partenaires pour regarder ce qu'il était possible de faire à l'instant T. On en a conclu, il en a conclu, et donc on en a conclu, parce que c'est notre accompagnant sur le sujet, qu'aujourd'hui, on n'était pas totalement prêt pour l'exploitation à l'issue de la livraison. Et que donc les usages maintenance et les DOE numériques, pour l'instant, devaient être mis de côté. Pourquoi je dis pour l'instant ? Parce que c'est une démarche qui est en phase émergente. On n'est pas à l'abri, ça évolue très vite. Peut-être que dans 2-3 ans, les villes seront prêtes, les concessionnaires seront prêts. Mais aujourd'hui, on estime qu'il est un peu illusoire de penser qu'on va pouvoir vendre l'exploitation via cette maquette numérique. Les concessionnaires ne sont pas prêts,
La ville, le territoire dans lequel on agit pour l'instant ne sont pas équipés, donc on le met de côté et on se concentre sur le reste. Notre volonté, c'est encore de faire quelque chose de réalisable, et pour ça, on essaie d'être très humble sur la démarche qu'on est en train d'initier. Parce que notre objectif principal, je le répète encore une fois, c'est d'assurer la qualité de vie du quartier, et donc c'est que ces objectifs, ces cas d'usage, servent pour ça. Donc c'est vraiment notre objectif principal, parce que Grand Paris Aménagement, en interne, a une démarche de développement durable, avec des plans de management de développement durable qui sont mis en place sur chacune de nos opérations. Et dans la continuité de ça, on s'est inscrit aussi dans la démarche HQE Aménagement, dont l'idée est de mettre en place, de prioriser des actions. Donc on a des thèmes prioritaires qui ont été déjà donnés par Pauline, et de développer des actions et des indicateurs pour les évaluer, pour maintenir ce cap-là. Donc vraiment, l'idée de la démarche SIM sur notre opération, c'est de s'inscrire dans cette dynamique-là. Je suis désolée. Donc comment on va faire? Eh ben, en fait, on va aller chercher des petits indicateurs qu'on a déjà identifiés dans nos démarches respectives, et qu'on souhaite intégrer dans la maquette. Alors c'est pas simple, ça je vous le dis tout de suite, Daniela en a parlé tout à l'heure. En fait, l'objet de la maquette numérique, c'est pas de créer forcément des données, c'est d'aller agréger tout ce qu'on a et d'en faire quelque chose qui soit dynamique et dont on puisse se rendre compte de l'atteinte de nos objectifs. Classiquement, pour ça, on rattache une donnée à un objet. Bon, ça, c'est le b.a.-ba de la maquette. Or, ces indicateurs-là, c'est pas des choses qui sont forcément déjà concrétisées dans un objet. Donc il va falloir aller simuler la création d'un objet pour rattacher cette valeur-là. Donc ça nécessite un peu de développement pour pouvoir mettre en place ça. Mais il s'avère que c'est une priorité dans notre stratégie, donc on va essayer, on travaille avec Ingérop sur le développement de ces aspects-là. Donc je vous donne quelques indicateurs qu'on a déjà priorisés. La masse des matériaux biosourcés. Pourquoi on a choisi cet indicateur? C'est déjà dans nos indicateurs PNDD, mais on se rend compte que sans la maquette, on a un peu du mal à se rendre compte de vraiment la masse qui est intégrée dans les bâtiments auprès de nos partenaires. Et donc l'intégrer dans la maquette, ça fera une espèce de filtre où ils sont obligés de déclarer, et on voit tout de suite la masse qui a été intégrée et si on a respecté le seuil qu'on leur a donné. Le pourcentage de surface végétalisée, les mesures de qualité de l'air, très importantes, le pourcentage de surface plancher énergie positive, le nombre de lots qui sont inscrits dans une démarche environnementale, qui sont là des données un peu déclaratives qui seront mises dans la maquette. Pour qu'on essaie, alors on est au tout début de la démarche, mais on a essayé pour aujourd'hui de commencer un peu à travailler pour vous donner un peu ce qu'on attend comme résultat sur deux indicateurs, la qualité de l'air et le pourcentage de surface végétalisée. J'espère que ça va fonctionner. Donc sur la qualité de l'air, peut-être que je peux... Je crois que c'est bon. Donc ça, c'est le socle du triangle de l'Échat. Aujourd'hui, donc là on est sur les valeurs donc NO2 de pollution de l'air. Ça c'est aujourd'hui comment le site est entouré, donc c'est pas super. Hein. Le but du projet, c'est via la barrière acoustique dont Pauline nous a parlé tout à l'heure, d'empêcher un peu de rentrer dans les cœurs d'îlots. Donc notre idée, on s'est engagé dans le cadre du projet à faire des mesures de qualité de l'air donc sur les espaces publics tout au long du projet, et à suivre la qualité de l'air dans les bâtiments. Ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à nos partenaires promoteurs, bailleurs. Donc l'idée, c'est que ces données puissent être implémentées dans la maquette, ça crée un peu de la valeur, et qu'on puisse ensuite qu'on puisse s'en servir, par exemple, pour donner ces données-là à une application qui permettrait aux habitants de pouvoir suivre en temps réel la qualité de l'air dans leur quartier, dans leur îlot. Donc ça, c'est la première utilisation. Et puis, la deuxième chose, c'est le focus sur les pourcentages de surface végétalisée. Les objectifs, c'est aujourd'hui, sur le projet, on a 35% du projet, donc de 9 hectares, qui est végétalisé. C'est pas une végétalisation très qualitative, donc le but du projet, c'est de rendre ça plus qualitatif, en faisant ce minima de 35%, et en allant un peu au-delà.
pour compenser l'artificialisation, pour diffuser une végétation active sur le plan écologique et multiplier les surfaces plantées. Comment on atteint ces objectifs? Eh bien, c'est en respectant un coefficient de biotope par surface, donc qui est une prescription environnementale dans notre projet. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va décrire la proportion de surfaces favorables à la biodiversité, c'est ce qu'on appelle des surfaces éco-aménageables. Ça peut être de pleine terre, ça peut être sur dalles, ça peut être des murs végétalisés, ça peut être des toitures plantées, ça peut être plein de choses différentes pour améliorer la qualité paysagère du projet. Et donc ça, ces données-là, on va pouvoir les rentrer dans la maquette. Donc là, les différentes couleurs que vous avez, ça correspond aux différentes surfaces qui rentrent dans son coefficient de biotope. Donc c'est pour suivre au fur et à mesure et pouvoir rendre état de ce qu'on a mis en place à ce titre-là. Pour conclure, pour nous, le CIM, c'est un outil de conception et de... Enfin, c'est plus qu'un outil de conception et de pilotage parce qu'il va nous aider à conduire nos propres mutations. En fait, c'est une démarche expérimentale, ça l'est a fortiori pour nous. On est le premier projet à se développer comme ça chez Grand Paris Aménagement. Et donc on le voit vraiment comme un facilitateur de pilotage d'usage futur, un préfigurateur des exploitations futures, et surtout, donc, je fais bien avec ce que Daniela disait tout à l'heure, sur la production, être force sur la production d'open data. Voilà, merci. Asseoir et d'attendre peut-être l'intervention de Brice Geoffroy pour faire des questions à tous, parce qu'on a un petit peu de retard. Brice, je vous propose de nous rejoindre pour parler aussi d'un cas d'école sur Paris-La-Défense. Merci à tous de m'accueillir aujourd'hui. Il était présenté effectivement le BIM multi-échelle ou le CIM du coup à Paris-La-Défense. Je vais comme d'abord présenter Paris-La-Défense, un petit peu mal, parce que c'est vrai que c'est un établissement qui n'est pas forcément connu aujourd'hui, qui est un nouvel établissement qui a été créé en janvier 2018 par la réunification de deux anciens établissements, un qui s'occupait de l'exploitation du site de la Défense et l'EPADESA qui s'occupait de la conception des nouveaux projets d'aménagement. Du coup, Paris-La-Défense a récupéré plusieurs missions. La première, c'est la mission d'aménageur. Donc, on va faire de la conception de projet. On a la mission d'exploitation, donc l'exploitation du site. Donc, on va suivre les projets de la conception jusqu'à l'exploitation. Et puis, il y a également une mission d'animateur sur le territoire. L'idée de Paris-La-Défense, c'est du coup de prendre un peu le virage de la transition numérique, de se positionner comme un référent sur le territoire pour agréger l'ensemble des données numériques du territoire afin de mieux connaître et de mieux pouvoir présenter son territoire et le valoriser finalement. Pour ça, il y a une direction de la transformation digitale qui a été créée donc, en janvier 2018. L'objectif était de faire de l'établissement un établissement piloté par la donnée, c'est-à-dire de gérer finalement toutes les données qu'on pouvait avoir sur le territoire, celles créées finalement par des aménageurs, par des concepteurs, par des promoteurs immobiliers, mais également les données que l'on crée en propre sur le territoire. Pour ça, on s'appuie donc sur l'analyse de ces données, l'idée étant de les croiser, de pouvoir faire de la simulation en croisant ces différentes sources de données, pas seulement le SIM, mais également de l'open data qu'on peut récupérer sur Internet, des capteurs qu'on va avoir sur le territoire, et l'idée étant de pouvoir croiser tous ces jeux de données pour pouvoir orienter l'évolution du territoire et puis connaître ses besoins grâce à ces sources de données. Donc c'est un peu ce fameux triptyque qui est souvent présenté, qui est les outils, la donnée, et puis finalement l'innovation, et c'est un peu l'ensemble qui permet finalement d'avoir une progression du territoire de façon itérative. Alors la démarche, la démarche finalement collaborative et le CIM a été développée en partenariat pleinement avec le CSTB. Donc c'est un accord cadre qui a été signé il y a 3 ans pour réaliser de façon conjointe le partenariat de recherche sur les besoins de l'établissement vis-à-vis du CIM et puis pour proposer finalement des cas d'application concrets au CSTB pour déployer la recherche et finalement déployer la recherche sur des cas d'application spécifiques aux besoins du territoire et qui sont des besoins en fait que d'autres établissements publics d'aménagement vont pouvoir avoir.
C'est un partenariat, on arrive sur la 3e année, c'est 1 million d'euros maximum, tout n'a pas été engagé sur ces 3 années, qui va certainement être conduit pour de nouvelles recherches et avec des livrables finalement chaque année sur des expérimentations qui vont aboutir. Les grands objectifs finalement de ce partenariat, il y en avait 6. Le premier, c'était la mise en place d'une base de données patrimoniale qui allait pouvoir être interopérable à différents niveaux d'échelle, donc le fameux BIM multi-échelle, le SIM. De développer des nouveaux usages des services. Donc on parlait beaucoup des objectifs du BIM, des usages du BIM dans la présentation précédente. L'idée étant justement d'avoir des usages spécifiques au SIM et plus de récupérer les usages du BIM et d'adapter des usages spécifiques à la simulation territoriale. De pouvoir accorder une place très importante aux usagers et aux usagers du territoire et aux usagers de la donnée, qui sont 2 usagers particuliers, mais c'est vraiment l'usager au cœur du besoin dans le cadre de l'accord qu'on avait passé. On a le développement de modules logiciels, donc il a été présenté tout à l'heure Croquis, FBIM. Il y a des plugins spécifiques qui ont été développés pour FBIM, pour répondre à des besoins particuliers, et donc c'est dans le cadre de ces partenariats qu'on peut développer finalement les logiciels et proposer des plugins supplémentaires. On a également la réalisation de logiciels de simulation, donc c'est surtout ce qu'on va vous présenter après, des simulations à l'échelle du territoire. On va pouvoir croiser différents jeux de données en traitant directement sur la base de données patrimoniales et donc sur cette gestion de données, et c'est ces données qu'on va interroger pour aller créer de la simulation. Et enfin, l'accompagnement des démarches, c'est-à-dire qu'il y a tout un accompagnement à faire, déjà pour les chefs de projet, de formation, d'utilisation des outils, d'utilisation et d'acclimatation au cas d'usage. Enfin, il y a toute une démarche d'accompagnement à faire, de cadrage documentaire également. On le disait parce qu'il y a de nombreuses prescriptions à donner sur des guides d'interopérabilité, sur des structurations de données. Et donc là, on a un fort accompagnement du CSTB pour justement nous accompagner sur cette démarche. Alors, les quelques réalisations, donc la première et la plus importante, ça a été la constitution d'une maquette territoriale, donc d'un socle en niveau de définition lot 2. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le niveau de détail des niveaux de définition, mais c'était une première maquette, un modèle 3D dans lequel on a pu mettre de l'information sémantique et qu'on a récupéré des informations qui provenaient de notre base de données SIG pour les remonter dans cette maquette territoriale. Donc l'idée était vraiment de pouvoir croiser enfin une partie des données SIG, remonter dans la maquette et pouvoir les visualiser en 3D, donc d'avoir à la fois tout ce qui était visualisable depuis une vue aérienne. On n'a pas encore modélisé tout ce qui était partie souterraine, donc ça ce sera une deuxième phase, mais on a au moins toute la partie physique du territoire depuis en haut. L'idée de ce socle, c'est qu'on puisse justement pouvoir croiser les différentes sources de données, donc on a cette maquette qui est en CityGML au niveau territorial, et on peut dessus, du coup, implanter les projets qui, eux, sont faits en BIM, en format IFC, et c'est grâce au visualisateur multi-échelle, qui est FBIM, où on peut insérer les maquettes à la fois territoriales et à la fois des bâtiments, et vérifier l'implantation des bâtiments sur notre territoire, et donc de vérifier les interfaces également de ces nouveaux projets sur le territoire. Il y a eu également une expérimentation sur les diagnostics, où on avait une zone, l'idée étant de pouvoir connaître cette zone pour pouvoir faire des projets d'aménagement, et donc du coup de repérer sur les objets de la maquette, donc on a modélisé la zone, modélisé les objets, sur chaque objet on y a mis les informations de diagnostic, c'est-à-dire qu'on a rajouté les contraintes, les contraintes de structurelles de ces objets, la présence de plomb, d'amiante, et on y a lié également les archives sur chaque objet. L'idée étant que au démarrage d'un projet, on va pouvoir cliquer sur un objet, avoir la représentation de la zone future à aménager et connaître déjà les zones qui sont amiantées, les zones qui sont plombées et les résistances structurelles de ces zones et d'où on a l'information. Quelle était l'archive et l'origine de l'information avec un lien vers ces documents d'information. Donc ensuite, nous, on a les propres projets d'aménagement de l'établissement, et donc on a pour ça un quartier qu'on a sélectionné comme quartier pilote, donc ce premier quartier d'expérimentation qui est des groupes, dans lesquels on a à la fois un projet d'aménagement urbain, donc c'est la partie qu'on voit en bas à gauche, où finalement ce sont surtout des premiers volumes d'aménagement qui ont été positionnés sur le territoire et qui ont été croisés finalement avec les simulations. Donc il nous permet, avec ces premières propositions d'aménagement, de vérifier par rapport aux simulations est-ce que c'est la bonne implantation et de les croiser pour en fait mieux orienter l'aménagement qui est proposé.
La deuxième chose, c'est des bâtiments qui étaient existants, on a des projets de restructuration dessus, on a remodélisé ces bâtiments existants, l'idée étant de reconstituer finalement, de créer cette donnée que l'on n'avait pas, qui n'était pas numérisée, donc de numériser l'existant sur, du coup, à l'échelle du bâtiment avec un niveau de détail qui est bien supérieur à l'échelle territoriale. Alors, les simulations, justement, donc là on est sur le quartier des Grous, il y a eu plusieurs types de simulations qui ont été réalisées. Donc on voit la première, c'était des simulations aéroliques pour justement rentrer dans le confort aérolique, le confort du vent, quelle pouvait être la gêne aérolique, et puis quels pouvaient être les impacts d'un nouveau projet d'aménagement sur cette distribution aérolique au niveau du territoire. On a également des simulations d'acoustique qui ont été faites, donc à partir des zones de localisation de la voirie, des conditions de trafic sur ces voiries, et de même au niveau des rails et de la circulation des trains. Et ça nous permet de définir des zones avec des niveaux moyens d'intensité acoustique. On a la même chose pour des simulations d'éclairage, où on voit donc, du coup quelle est l'intensité lumineuse sur certaines zones. Et donc on voit un maillage ponctuel avec des dalles qui sont représentées au sol, c'est tous les petits points qu'on voit au sol. Et donc l'information sémantique est inscrite dans chaque dalle, et on va retrouver dans ces dalles les propriétés physiques qui ont été calculées dans les simulations. Et donc avec une visualisation avec un code couleur qui permet de comprendre assez rapidement finalement cette information. On a eu également des simulations environnementales, donc là c'était plutôt à l'échelle pour la déconstruction et la reconstruction, dans le cadre du réaménagement, de connaître les matériaux de construction de l'époque, et pour pouvoir juger de la réutilisation d'une partie de ces matériaux de construction. Et donc ça rentre plutôt dans le cadre de l'intégration environnementale des projets, et de connaître l'impact de ces projets sur le réaménagement du quartier. Une fois qu'on a réalisé plusieurs simulations, l'idée étant de pouvoir justement croiser ces différents types de simulations pour en définir un niveau de qualité d'usage de l'espace public. Donc la qualité de l'usage de l'espace public se fait en fonction de scénarios d'utilisation. Donc l'idée étant de se dire sur une zone spécifique, ça peut être une zone de circulation, une zone d'attente ou une zone pour du repas par exemple. On a des usages qui sont différents avec des besoins de confort qui sont différents. Et pour intégrer ça, finalement, on définit des scénarios qui vont nous permettre de définir quelques critères physiques sur l'énergie qu'on va dépenser, sur l'énergie qu'on va recevoir, sur la façon dont on est couvert en fonction des périodes de l'année. Et on va croiser ça avec les simulations précédentes, c'est-à-dire le confort aérolique, le confort thermique, pour connaître le ressenti simulé d'une personne pour cet usage-là à un endroit spécifique du territoire. Donc l'idée étant justement de connaître les zones spécifiques du territoire pour lesquels il y a une bonne qualité d'usage en fonction du besoin d'utilisation. Donc on n'a pas le même besoin de confort sur une place ou dans un parc dans lequel on souhaite pique-niquer que pour juste circuler et partir du métro vers son espace de travail. Ce sont des besoins différents avec des ressentis de confort différents, et c'est ce qu'on cherche à simuler au travers du croisement des différentes données, des simulations de notre base de données. Et donc on voit en bas une des représentations, l'un des fameux plugins qui a été développé par le CSTB pour justement permettre de visualiser cette qualité d'usage de l'espace public, où on est dans le visualisateur de FBeam, le viewer multi-échelle, et sur lequel on a la représentation de nos niveaux de qualité d'usage par un graphique qu'on voit en bas à droite. On a également du coup la possibilité d'intégrer le retour des usagers, donc on est toujours sur la même place dans le quartier des Grous qui est la place Mandela, et l'idée étant justement d'avoir fait des simulations, de simuler un ressenti et une qualité de l'espace, et le tout était d'aller voir maintenant sur place, d'interroger les gens et de savoir ce qu'il en était effectivement. Est-ce que le ressenti réel sur site était celui qui avait été simulé, pour pouvoir réadapter finalement les simulations et puis corriger certains modèles si besoin en fonction du ressenti réel des gens. Et donc pour ça, on voit qu'on a pu modéliser finalement quelques points d'information sur lesquels là on a représenté par des personnages pour que ce soit plus visuel, mais l'idée étant de remonter les informations de ces personnes, les critiques de ces gens ou les avis positifs justement, pour pouvoir les croiser avec les simulations et comparer quelle est l'avis réel des gens. C'est également une possibilité de remonter ces avis dans le cadre de concertation, de présenter les simulations, de présenter un aménagement du territoire et de remonter les avis dans le cadre de concertation pour pouvoir croiser justement quelle est la réception de notre projet par rapport aux présentations qui en ont été faites. Je crois que c'est à peu près tout.